Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 26 août 2020 et je veux revenir avec vous sur l'une des grandes affaires qui agitent en ce moment la France et le monde entier. C'est l'affaire Navalny, Alexeï Navalny, cet opposant à Poutine tel qu'on nous le décrit, qui aurait fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Et si je veux revenir sur cette question, c'est parce qu'en fait ce dossier est assez extraordinaire quand on l'étudie d'un petit peu près, parce que tout ce qu'il révèle, notamment sur la Russie, mais aussi sur ce qu'il révèle du monde occidental et sur ce qu'il révèle du traitement médiatique et du traitement politique de ce genre d'opération, ainsi que de la géopolitique. C'est vraiment un cas d'école sur lequel, si vous me le permettez, je vais maintenant me pencher en faisant une remarque préalable et en posant ensuite 6 questions les unes après les autres. La première remarque préalable que je ferai, c'est qu'on vient d'assister à une opération à grand spectacle. On a vu circuler sur les réseaux sociaux Monsieur Navalny filmé par un téléphone portable en train de boire du thé dans un gobelet à l'aéroport de la ville de Omsk en Sibérie. Elle prend l'avion pour regagner Moscou. Et on le voit, la première chose, quelqu'un le filme en train de boire un thé. Ensuite, la même personne est dans l'avion de Omsk à Moscou et le film, on entend Alexeï Navalny en train de pousser des cris, enfin, des gémissements de douleur. Et donc, voilà, on a un suivi presque en temps réel. Du coup, l'avion se pose. L'avion qui devait faire Omsk-Moscou se pose en cours de route en Sibérie, dans une autre ville qui s'appelle Tomsk, qu'il ne faut pas confondre avec la première. Ce qui prouve au passage que son état a été jugé suffisamment sérieux par l'équipage pour que l'avion se pose alors que ça n'était pas prévu. Ce qui mérite d'être souligné. C'est quand même pas si fréquent qu'un avion interrompe son vol pour déposer un passager. Ça veut dire qu'au passage, la compagnie a fait son devoir. Bon. Et puis, il a été emmené à l'hôpital. Il est tombé, semble-t-il, dans le coma. Et l'entourage d'Alexeï Navalny a immédiatement dénoncé un empoisonnement. Et on a appris dans les journaux qu'il avait bataillé pour un transfert médicalisé de Navalny en Allemagne, en soupçonnant les médecins russes de vouloir s'efforcer de camoufler le crime. Crime, empoisonnement, suivez mon regard, tous les journaux, tous les médias donnent immédiatement à penser que c'est Vladimir Poutine qui aura appuyé sur un bouton en disant « il faut empoisonner Navalny ». D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, puisque un ambassadeur français, l'ambassadeur aux droits de l'homme, c'est-à-dire un ambassadeur qui n'a pas de poste réel, en fait, on sait très bien au Quai d'Orsay que ce genre de poste, ce sont des placards pour des incompétents. Mais enfin, on a un monsieur qui s'appelle M. Croquette, qui est ambassadeur de France aux droits de l'homme, qui a fait une déclaration tonitruante en disant de toute façon, on sait bien qui est derrière cet assassinat. Donc, sous-entendu, eh bien, il s'agit de Vladimir Poutine. Donc, en tout cas, Alexeï Navalny arrive à Berlin, à l'hôpital de la Charité, et puis on apprend que les médecins allemands qui le soignent annonce qu'il a été intoxiqué, je les cite, par, je cite, une substance du groupe des inhibiteurs de la cholinestérase, sans pouvoir préciser laquelle. À ce moment-là, le porte-parole du Kremlin, de Vladimir Poutine, qui s'appelle Dmitri Peskov, fait cette déclaration, je le cite, « Nous sommes en désaccord total à ce stade avec les diverses formulations hâtives abondamment utilisées pour dire qu'il y a une forte probabilité d'empoisonnement. » Et il poursuit en disant qu'on ne peut pas considérer que Alexeï Navalny a été empoisonné tant qu'une substance spécifique n'a pas été identifiée. Comment peut-on parler d'empoisonnement s'il n'y a pas de poison ? Pose-t-il comme question. Et face aux demandes occidentales, émanant notamment de l'Élysée, qui exigent que le Kremlin mène une enquête transparente, le porte-parole de Vladimir Poutine s'est payé le luxe de répondre que ça n'est pas une prérogative de l'administration présidentielle du Kremlin de faire des enquêtes, mais que c'est une prérogative des forces de l'ordre et du système judiciaire. On imagine d'ailleurs l'inverse.
On imagine par exemple que on a d'ailleurs pu le voir lorsqu'il y a eu des manifestants des Gilets jaunes qui ont été entre la vie et la mort. Eh bien, lorsque les gens se tournaient vers l'Élysée, l'Élysée disait je suis désolé, il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Voilà. On n'allait pas dire, et pourtant certains l'ont fait, il faut que Macron avoue que ici et ça. On a d'ailleurs vu dans la foulée, donc ça a pris une ampleur mondiale cette affaire, et on a vu dans la foulée toujours les mêmes. C'est-à-dire la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel, dire c'est un empoisonnement et se tourner vers le Kremlin en disant voilà, il nous faut des explications, suivi d'ailleurs par Emmanuel Macron, qui a fait preuve de fermeté en la matière, et qui d'ailleurs, Emmanuel Macron, a dit que la France pouvait accueillir Alexeï Navalny. Et puis dans la foulée, il y a eu le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui est un Norvégien, et puis dans la foulée Boris Johnson, et puis dans la foulée l'ambassadeur des États-Unis en Russie. Bref, on a vu se reconstituer en fait le même groupe de pays que pour une affaire qui date d'il y a quelques années, mais que je n'ai pas oubliée, et vous non plus, et qui est l'affaire Skripal. On me permettra au passage de faire souligner que Emmanuel Macron a indiqué que la France était prête à recevoir Alexeï Navalny, donc sous-entendu le soigner, lui donner le gîte et le couvert, lui donner, comment dirais-je, un statut de réfugié politique, un asile, un droit d'asile, etc. Les nouvelles que nous avons à cette heure sont extrêmement inquiétantes. Nous sommes évidemment prêts à apporter toute l'assistance nécessaire à Alexandre Navalny, à ses proches, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'asile, de la protection, c'est évident. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, comme son prédécesseur d'ailleurs, a refusé d'accorder l'asile, le droit d'asile et d'accueillir en France Edward Snowden, pourchassé par les Américains, qui est réfugié en Russie et qui avait demandé à pouvoir venir s'installer en Occident. Et puis Emmanuel Macron a refusé de donner aussi, d'accorder le droit d'asile à Julian Assange, qui était réfugié à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni. Alors je me permets de le signaler au passage. Pourquoi Emmanuel Macron refuse-t-il le droit d'asile à Edward Snowden ou à Julian Assange et se précipite-t-il pour vouloir le donner à Alexeï Navalny, alors que dans tous les cas, ce sont des gens qui sont menacés? Simplement, la seule réponse que je vois, c'est que Julian Assange et Edward Snowden ne plaisent pas à l'oncle Sam aux États-Unis. Voilà. Tandis que Navalny plaît aux États-Unis. Voilà. En d'autres termes, c'est un aveu. M. Macron est le larbin de Washington. Alors en attendant, on va en arriver maintenant au vif du sujet. Moi, je regarde les choses de façon objective, sérieuse, et me pose maintenant les questions. Un certain nombre de questions qui se posent. Alors, toute première question, je viens d'en parler, de l'affaire Skripal. Où sont passés M. Skripal et sa fille Yulia? Alors, je rappelle très rapidement l'affaire. Sergei Skripal était un agent secret russe qui était devenu un agent double, qui avait travaillé pour le Royaume-Uni. Il avait été piqué, arrêté, démasqué. Il avait été condamné à de la prison en Russie pendant un bon moment de temps, ou une dizaine d'années, je crois. Lorsqu'il avait purgé sa peine, il avait été expulsé. Il était allé terminer ses vieux jours en Angleterre. Sa fille Yulia l'y avait rejoint. Donc ça se passe en Angleterre. On est au mois de mars 2018, et le 4 mars 2018, il est avec sa fille assis sur un banc public dans un jardin dans la ville de Salisbury, qui se trouve à l'ouest de l'Angleterre, qui est d'ailleurs une ville de militaires, soit dit en passant. Et là, d'un seul coup, il est atteint de nausées et puis tombe assez vite dans le coma, lui et sa fille, et ils sont empoisonnés. Voilà. Ça, c'est le 4 mars 2018.
Au cours des jours qui suivent, des semaines qui suivent, le Premier ministre britannique de l'époque, Theresa May, très rapidement, au bout de 48 heures, indique que c'est en fait un tentative d'empoisonnement décidé, voulu par le Kremlin, par Vladimir Poutine. Et puis l'affaire s'emballe. Et puis d'un seul coup, donc, le Royaume-Uni décide de chasser des diplomates russes. Et puis tout le monde s'y met. La France expulse 4 diplomates russes par solidarité. Les États-Unis, par solidarité, ne font pas dans la dentelle et Donald Trump expulse 60 diplomates russes. On n'avait jamais vu ça depuis la guerre froide. Hein. C'est une affaire énorme. Au total, il y a plusieurs dizaines de pays, les pays occidentaux, les affidés, etc. Chacun y va de son petit truc. La Croatie expulse un diplomate russe pour montrer qu'elle est bien d'accord avec cette espèce de gang occidental. Tout le monde vérifie que les États ont bien envoyé les diplomates russes chez eux. Évidemment, la Russie fait des rétorsions et elle rend la monnaie de sa pièce en expulsant des diplomates, le même nombre de diplomates pour chaque pays. Bien. Et puis, on apprend que finalement, Sergueï Skripal et sa fille se portent mieux, de même qu'il y avait un policier qui avait été également atteint. Et puis finalement, début avril, eh bien, on apprend qu'ils vont bien. Et ils sortent de l'hôpital, on ne sait pas très exactement quand, mais sans doute environ 5-6 semaines après y être entrés, sans doute début avril 2018. On sait que la fille a eu un appel téléphonique avec une cousine à elle où elle a dit qu'elle se portait bien et qu'ils envisageaient de rentrer en Russie. Voilà. Et puis c'était il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Omerta. Silence absolument complet et total. Donc officiellement, nous avons des pays occidentaux qui ont fait la plus grave crise depuis la guerre froide, en chassant des dizaines et des dizaines de diplomates russes. Et maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Où sont M. Skripal et sa fille ? Comment se fait-il qu'aucun journaliste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'y reviens, comment se fait-il qu'aucun journaliste d'investigation ne soit allé essayer d'interroger Skripal et sa fille? Comment se fait-il d'ailleurs que les pays occidentaux qui ont incriminé le Kremlin, pourquoi ne lui ont-ils pas donné la parole ? Enfin, normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû venir à Paris sur TF1 20h et on lui aurait dit alors racontez-nous ces horribles Russes, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait, etc. Pourquoi ça n'a pas eu lieu ? Et donc c'est la première question. Et je pense que tous les députés, les sénateurs, parce que comme on a affaire à un remake, comme on dit dans les films, à une réédition du même type d'affaires, tous les députés devraient demander à M. Macron, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, au ministre des Affaires étrangères, les ministères de souveraineté, qu'est-ce qui se passe ? Où est Skripal ? Où est sa fille ? Et quelles ont été les conclusions de cette affaire ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a renvoyé de nouveau des diplomates français ? Est-ce que les Russes ont renvoyé ? Je crois que oui. Je crois que passé l'orage, la France a donné son accord pour que la Russie fasse revenir les diplomates et réciproquement. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette affaire ? La deuxième question qui se pose, c'est qui est Alexeï Navalny ? Quand vous lisez la presse française, vous avez le sentiment que c'est le principal opposant de Vladimir Poutine. D'ailleurs, regardez ce tableau, enfin ces saisies de première page d'un certain nombre de journaux français. C'est pas moi qui ai fait ce tableau, je l'ai trouvé sur le site d'Olivier Berruyer, le site Les Crises. Ça date de 2018, mais regardez, là, il y a un échantillonnage de journaux, de radios, de télévision qui indiquent que Alexeï Navalny est le principal opposant à Vladimir Poutine. Il est le principal opposant russe à Vladimir Poutine. Alexeï Navalny, toujours dans le coma. Navalny empoisonné ? Peut-être, comme d'autres avant lui, car il est considéré comme l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine depuis de longues années. Bon, alors, déjà, pourquoi est-ce que la presse française dit ça alors que ça n'est pas vrai ? Toujours sur le blog d'Olivier Berruyer, j'ai trouvé ce tableau qui est tout à fait intéressant.
et qui montre des sondages qui ont été effectués avant la présidentielle de 2018 avec deux instituts. Regardez ce tableau. Deux instituts, l'un qui s'appelle l'Institut Levada, qui est plutôt proche de l'opposition, et l'autre qui s'intitule l'Institut Romir, qui est le représentant de l'Institut de sondage Gallup. Donc a priori, ce sont des instituts de sondage qui n'ont pas intérêt à exagérer la popularité de Vladimir Poutine et qui auraient plutôt intérêt à faire mousser l'opposition. Regardez ce que donne ce tableau. Donc, ce sont des sondages qui avaient été faits en décembre 2017. Vladimir Poutine obtenait, selon les deux instituts, entre 75 et 81% des suffrages. Ensuite, l'opposant numéro 1 à Poutine, c'est Zhirinovsky, qui est assez connu. C'est le leader de l'extrême droite russe. C'est quelqu'un qui tient des propos antisémites, anti-immigrés, anti-musulmans. C'est vraiment l'extrême droite. Et lui, il était crédité, selon les sondages, entre 6 et 8%. C'est lui l'opposant numéro 1 à Poutine. L'opposant numéro 2 à Poutine, c'est Zyuganov. Zyuganov, lui, ça serait plutôt l'extrême gauche. Lui, c'est le représentant du Parti communiste. Il représente les nostalgiques de l'URSS qui voudraient que la Russie redevienne ce qu'elle était du temps de l'URSS. Et lui, selon les instituts de sondage, il fait un tout petit peu moins que Zhirinovsky, il fait entre 5 et 7%. Et puis ensuite, vous aviez les autres candidats, dont Navalny, Shoigu, Mironov, Sobchak, Yavlinsky, vous voyez ici leurs orientations, et qui étaient crédités entre 1 et 2 ou 3% des sondages. Alors, je note au passage d'ailleurs que le Quai d'Orsay a fait une déclaration récemment en disant que c'était un acteur majeur de la scène politique russe, Alexei Navalny, qui venait d'être empoisonné. Si un acteur majeur pour le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui fait 1, 2 ou 3% aux élections, je suis ravi de l'apprendre. Ça veut dire que moi-même et l'UPR, nous sommes un acteur majeur de la scène politique française. Et donc j'attends à ce que tous les médias soient là à nous accueillir. Puisque je rappelle que aux dernières élections européennes, nous avons fait 1,2%. Et qu'aux dernières municipales, nous avons eu des candidats qui ont dépassé 3%. On en a même eu 2 qui ont dépassé 10%. Donc nous, on est un acteur majeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur Macron? N'est-ce pas l'Élysée? Alors, en réalité, vous voyez d'après ces sondages qu'Alexei Navalny est quelqu'un qui pèse finalement peu par rapport à d'autres candidats d'opposition beaucoup plus importants, enfin nettement plus importants, qui sont Zhirinovsky de l'extrême droite et Zyuganov du Parti communiste russe. Et vous notez également l'extrême popularité de Vladimir Poutine, entre 75 et 80%. Ceux qui ne le croient pas, je les invite à aller en Russie. Enfin, je les invite pas, ils y vont avec leurs propres moyens. Mais allez-y, allez en Russie, allez vous balader. Moi, je l'ai fait. C'est un fait objectif que Vladimir Poutine est très populaire en Russie. On le comprend d'ailleurs compte tenu de la façon dont il a redressé son pays. Il faut le reconnaître, quelles que soient les critiques que l'on peut formuler contre le personnage. C'est un homme qui va laisser une empreinte historique. Et les Russes le savent bien, il y a quand même 20% de gens qui sont contre, mais ils sont très majoritairement pour Vladimir Poutine. Alors, déjà, on peut noter que la presse, les médias français ne font pas leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire croire cette fable selon laquelle Alexei Navalny serait le principal opposant russe? Quand vous connaissez les Russes et que vous leur parlez de Navalny, en règle générale, quand ils le connaissent, ils haussent les épaules en disant c'est quelqu'un qui est pas sérieux, c'est un plaisantin. Ils ne disent pas que Zhirinovsky ou que Zyuganov sont des plaisantins. Eux, ils considèrent que c'est des vrais opposants. Mais Navalny, non, n'est pas sérieux. Alors, ça nécessite qu'on aille voir un petit peu plus près qui est Alexei Navalny, qui est cet avocat de 44 ans. En 2006, il a participé à la création d'un mouvement politique qui a obtenu un financement de la fondation américaine National Endowment for Democracy, la NED. Alors, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez qu'il le mentionne avec du conditionnel, mais c'est pas du conditionnel. On sait, il y a d'ailleurs, circule sur Internet, un échange de courriels qui a été rendu public par des Russes, bien entendu, entre Navalny et Frank Konatser, qui est le Grants Administrator for Eurasia, c'est-à-dire l'administrateur des dons
à la NED. C'est les courriels du 17 novembre 2007 et le courrier en réponse de Navalny du 20 décembre 2007. La NED, c'est quoi? La National Endowment for Democracy. C'est une association privée qui, en fait, a repris les activités de déstabilisation et de sédition que finançait autrefois la CIA. Allez-y, allez vous documenter sur la NED. Ce sont des financements privés, mais accompagnés certainement d'un certain nombre d'orientations venant des pouvoirs publics américains. C'est la NED a un programme. D'ailleurs, elle présente un rapport annuel et vous avez que dans ce rapport annuel, il est question des soutiens à telle et telle organisation gouvernementale, à des acteurs de la société civile dans d'autres pays pour favoriser la démocratie, pour le débat démocratique, etc. Ou le respect des droits de l'homme. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, comme on dit dans le théâtre classique français. Qu'est-ce que ça veut dire financer des personnalités ou des organisations non gouvernementales dans des pays étrangers pour y favoriser le développement de la démocratie et le respect des droits de l'homme? Ça veut dire très exactement, c'est pas du complotisme que de le dire, ça veut dire très exactement financer des mouvements d'opposition. On le verra d'ailleurs, c'est la même chose pour ce qui concerne la Biélorussie. D'ailleurs, on l'a vu partout dans les révolutions oranges. Ça n'est quand même pas nouveau que les Américains, par CIA interposée et depuis les années 90 du XXe siècle par la NED interposée, financent des activités de sédition, des activités pour torpiller les régimes politiques qui ne leur conviennent pas. D'ailleurs, en 2010, Alexeï Navalny est parti étudier aux États-Unis à l'université de Yale dans le cadre du programme Yale World Fellows qui vise à développer, je le cite, un réseau de leaders connectés à Yale et engagés pour faire du monde un meilleur endroit. C'est un petit peu un clone de ce qu'on appelle la French American Foundation. Ça fait partie de ces moyens d'influence développés par les États-Unis. Il faut reconnaître d'ailleurs aux Américains qui sont quand même très transparents. Enfin, seuls ceux qui ne veulent pas voir un éléphant dans le couloir, comme on dit en anglais, se laissent tromper par le fait qu'il s'agit d'officines, soit sous autorité universitaire, comme c'est le cas des Yale World Fellows, soit sous d'autres auspices. On favorise l'enseignement, la formation d'opposants à des régimes politiques que l'on veut abattre. Selon le média officiel russe Russia Today, RT, que nous connaissons bien, M. Navalny aurait été envoyé à Yale par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain en Russie de l'époque, Michael McFaul, et d'après RT, dans le but de préparer une révolution orange en Russie. Alors c'est Russia Today, c'est le média russe qui dit ça, officiel. Bon, donc il faut prendre ça avec des pincettes, mais enfin quand même. Ça n'est pas, disons, ça n'est pas incroyable. Ça n'est pas incroyable. Je note d'ailleurs qu'il a eu un visa de sortie pour se rendre aux États-Unis et un visa d'entrée aux États-Unis. Plusieurs articles d'ailleurs de presse, il suffit d'aller sur Internet, présentent Alexeï Navalny comme un agent américain, et pas seulement d'ailleurs des Russes, mais également des Américains. Le célèbre Alex Jones aux États-Unis a décrit Navalny comme étant un agent de la sédition financé par les États-Unis. L'économiste et le journaliste américain Paul Craig Roberts, dont j'ai déjà parlé, et qui a été secrétaire adjoint au Trésor sous Reagan, a dit que, je le cite, la Russie a toutes les raisons d'avoir des doutes sur l'opposition politique qui semble être réunie autour d'Alexeï Navalny. Tout comme les révolutions de couleur dans l'espace post-soviétique, l'opposition russe est financée avec des moyens américains. Washington ne veut pas que la Russie puisse contredire sa volonté. Voilà. Donc, sauf à ne pas vouloir voir en face ce dont il s'agit d'un opposant qui a bénéficié des largesses et des soutiens financiers en termes de formation à l'action politique, etc., par les États-Unis d'Amérique. C'est le point numéro 2 sur ce monsieur. Un point numéro 3 sur Alexeï Navalny, que l'on ne dit pas du tout dans les médias français, où on le présente comme l'opposant numéro 1, c'est qu'en fait ce monsieur est tout à fait d'extrême droite. Il a d'ailleurs fricoté avec l'extrême droite. Et il a même des suggestions de recours à des méthodes pour le moins expéditives, en particulier vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des Tchétchènes.
Il a un parti, donc un mouvement politique nationaliste, et il a fait une vidéo qui circule sur Internet que je ne résiste pas au plaisir de vous faire visionner parce qu'elle est intéressante. C'est une vidéo où Alexeï Navalny présente comment il faut, à son avis, traiter les Tchétchènes. Vous savez, ce peuple assez violent qui est musulman et du Caucase. Regardez la vidéo qu'il a faite sur les Tchétchènes. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. J'ai quand même pas rêvé. Il y a eu il y a quelques semaines des problèmes d'insécurité, des violences absolument invraisemblables à Dijon. J'aurai l'occasion de revenir sur les questions de sécurité en France très prochainement. Mais il y a eu des problèmes d'insécurité à Dijon qui opposaient des Tchétchènes, justement, à des bandes de personnes venues d'autres pays, de l'Est ou du Maghreb, je ne sais pas. En attendant, imaginez qu'en France, il y ait eu quelqu'un, par exemple de la mouvance identitaire ou de l'extrême droite ou de l'extrême droite, je ne sais pas, qui se soit permis de faire une vidéo en disant, comme vient de le montrer Navalny, que les Tchétchènes, ça se règle avec un seul objet, c'est-à-dire avec un pistolet pour les flinguer. Imaginez. Qu'est-ce que l'on n'aurait pas entendu? Qu'est-ce que l'on n'aurait pas... À juste titre, d'ailleurs, puisque c'est pas... il est interdit de se faire justice soi-même. On aurait dit que c'était des appels au meurtre, que c'était les heures sombres, que c'était qui revenait, que c'était un scandale. On aurait saisi tout le banc et l'arrière-ban des consciences morales. On aurait condamné, etc. Mais c'est ça, Navalny. Alexeï Navalny, que les médias nous présentent comme un type formidable auquel il faut accorder le droit d'asile, enfin l'asile, c'est Emmanuel Macron. Un acteur majeur de la société russe, c'est ça. Méditez quand même cette extraordinaire situation. Et pour en terminer avec Navalny, j'ai pas tout à fait fini parce que par ailleurs, c'est quelqu'un qui est allé voir sa notice sur Wikipédia, qui est perclus de problèmes qui ne sont pas seulement politiques. Il a eu des conflits commerciaux, des espèces d'affaires louches, concernant de la gestion du bois, etc. Et concernant également le Français Yves Rocher, vous savez, les cosmétiques Yves Rocher, qui a une filiale en Russie. Le 30 décembre 2014, Alexeï Navalny a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis par le tribunal de Moscou pour avoir détourné, selon l'accusation, près de 26 millions de roubles, c'est-à-dire la bagatelle de 400 000 euros quand même, qui appartenait à la filiale du fabricant français de cosmétiques Yves Rocher Vostok. Vostok, ça veut dire l'Orient en russe, c'est-à-dire la filiale russe d'Yves Rocher. Et le frère de Navalny, qui s'appelle Oleg, a été condamné, lui, à 3 ans et demi aussi. Alors en juin 2018, Oleg et Alexeï Navalny ont déposé une plainte. Ils sont sortis de prison en France contre Yves Rocher en affirmant que la plainte qui avait été déposée contre eux par la filiale Yves Rocher Vostok en 2012 était en fait une attaque sous couvert du gouvernement russe à leur encontre avec le soutien d'Yves Rocher. Donc l'affaire est actuellement en cours. Ils sont représentés en France par un avocat. Et il y a donc un procès, enfin une enquête en tout cas, qui est en cours en ce moment. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Alexeï Navalny, c'est quand même quelqu'un qui est lancé dans des quantités d'affaires qui sont toutes plus ou moins louches. On attend ce que décidera le tribunal de Vannes. Voilà qui est Alexeï Navalny. Est-ce vraiment le principal opposant de Poutine? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? La réponse est non. Est-ce que c'est un modèle de démocratie à suivre? La réponse est non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des liens avec les services américains? La réponse est oui. Et c'est invraisemblable qu'aucun média français, ou quasiment,
ne se soit posé ces bonnes questions qui sont très faciles à démêler. Alors maintenant, on en vient à la troisième question bête, comme j'aime les questions bêtes. Qui est l'organisation non gouvernementale, l'ONG, qui est allée chercher Alexeï Navalny à l'aéroport de Tomsk en Sibérie? Alors on apprend une ONG, les médias d'ailleurs en parlent très peu. Hein. Ils éludent, oui, c'est une ONG qui est allée le chercher, et voilà, et tout va très bien. Mais justement, c'est dans ce genre de détails, quand on mène une investigation, c'est dans ce genre de détails qu'on se dit il faut prendre tous les éléments les uns après les autres. Qui est-ce qui est allé chercher Navalny? On apprend qu'il s'agit d'une fondation qui s'appelle la fondation Cinema for Peace. En anglais, bien entendu, en américain, Cinema for Peace Foundation, c'est-à-dire la fondation du cinéma pour la paix. C'est une fondation qui se situe en Allemagne, qui a son siège Schumannstraße, donc dans la rue Schumann, ça ne s'invente pas, à Berlin. Alors le fondateur est un homme de nationalité slovène, il est né à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Il s'appelle Jaka Bisilc. J'espère que je n'écorche pas la prononciation de son nom. Il a mené une vie, sans doute, quand il était jeune. Il a vécu en Tanzanie, en Malaisie, je ne sais pas où, et puis en Allemagne. Et donc il a une quarantaine d'années, il a créé cette fondation. Fondation avec d'ailleurs les fonds, on ne sait pas d'où ils sortent. J'ai cherché, peut-être que vous trouverez plus facilement que moi. Je ne sais pas d'où il sort son argent. Le président d'honneur est Mikhail Gorbatchev, qui commence à se faire âgé. Il a des liens absolument avérés avec les Pussy Riots. Vous savez, c'était ces activistes russes qui s'étaient justement mises nues dans une église orthodoxe en Russie. Ça avait fait un scandale. Et je crois que lorsqu'il y a eu, je ne sais plus quelle réunion, c'était les Jeux Olympiques ou l'autre réunion à Sotchi, donc en Russie, sur la mer Noire, sur la côte orientale de la mer Noire, ce monsieur Jaka Bisilc, le fondateur de cette fondation, y était allé avec les Pussy Riots, etc. En fait, pour faire des scandales. C'est pas Cinema for Peace, c'est faire du cinéma pour créer les troubles et la division. Parmi les invités d'ailleurs qu'il a eu récemment, il avait invité le Dalai Lama, bien entendu. On l'adore, le Dalai Lama. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que le Dalai Lama et sa famille avaient des liens plus qu'étranges avec les États-Unis d'Amérique. Je vous renvoie aux analyses que j'avais faites à l'époque. On dit également beaucoup qu'il a des liens avec Axel Springer, le milliardaire allemand, et le groupe Bild, avec notamment le tabloïd Bild. Alors, voilà quels sont ces messieurs. Pour parfaire le tableau, quelque chose de très intéressant, c'est une affaire qui a eu lieu en 2018. Il se trouve que la fondation Cinema for Peace prétend octroyer des Oscars à des réalisateurs qui font des films œuvrant pour les droits de l'homme, pour la paix, pour la société civile, enfin toute la rhétorique habituelle des services d'influence américains. Je n'ai pas dit qu'il était nécessairement faisant partie des services d'influence américains, mais enfin, en attendant, il y a quand même une proximité idéologique qui fascine. Et figurez-vous qu'en 2018, lors d'une grande fête qui a eu lieu à Berlin, Cinema for Peace a décidé de remettre son Oscar de l'année au film qui avait fait progresser la paix dans le monde à deux réalisateurs espagnols, Gerardo Olivares et Alvaro Longoria, qui ont réalisé un film qui s'appelle Dos Catalonias, c'est-à-dire Deux Catalognes. Ce sont deux réalisateurs espagnols qui ont fait un film sur les élections qui ont eu lieu en Catalogne et notamment sur l'existence de deux Catalognes parmi les Catalans, ceux qui sont fidèles à l'Espagne, qui sont contre l'indépendance de la Catalogne de l'Espagne, et ceux qui sont les indépendantistes, dans la lignée notamment de Carlos Puigdemont, qui est celui qui avait organisé le référendum sur l'indépendance de l'Espagne, référendum inconstitutionnel. Vous connaissez ces histoires, j'en ai suffisamment parlé. Bon. Ces deux réalisateurs espagnols avaient tenu à faire un film, Dos Catalonias, exposant les points de vue des deux parties et qui se voulait absolument neutre.
ils reçoivent l'Oscar de Cinema for Peace à Berlin. Ils s'y rendent, ils se disent tiens, nous avons été reconnus comme une œuvre de valeur. Ils arrivent là-bas, on leur annonce, ils ne le savaient pas, que dans la salle il y avait justement Carlos Puigdemont qui serait présent. Bon, c'était quand même le représentant du parti indépendantiste qui d'ailleurs il y a un mandat d'arrêt contre lui en Espagne et il s'est réfugié à Bruxelles. Bien, il était à Berlin. Et puis ils assistent à la cérémonie et ils ont la surprise de voir que l'Oscar leur est remis non pas par le fondateur de Cinema for Peace, mais par Carlos Puigdemont en personne. Et mieux encore, la réunion tourne à ce moment-là à la réunion publique, politique, et tout le monde se met à acclamer l'indépendance de la Catalogne. Le résultat des courses de cette affaire, qui a évidemment été caché en France, bien entendu, c'est que les deux réalisateurs espagnols se sont sentis piégés et ont décidé de rendre l'Oscar à l'association Cinema for Peace en disant nous ne voulons pas d'une opération politique. On avait fait un film qui était un film neutre. Nous pensions que Cinema for Peace cherchait la paix et la concorde. En fait, c'est une réunion politique. Donc ça, cette anecdote-là, elle est quand même tout à fait intéressante parce qu'elle montre à quel point, en fait, on est dans un monde orwellien. Les gens qui sont à la tête de Cinema for Peace ne sont pas là pour essayer de rapprocher les points de vue, de rassembler les gens, de faire baisser les tensions. Ils sont là, au contraire, pour jeter de l'huile sur le feu, et notamment en faveur de la destruction des États-nations européens, parce que bien entendu, Cinema for Peace est tout à fait favorable à l'Union européenne. Cela va de soi. D'ailleurs, cette affaire catalane est assez curieuse, puisque je signale au passage que désormais le cri de ralliement de l'opposition en Biélorussie, c'est le chant de l'Estaca qui est le chant des opposants catalans. On se demande comment les opposants biélorusses ont eu l'idée d'aller trouver une chanson catalane pour signifier leur combat. Peut-être quelqu'un leur aurait-il soufflé cette idée à l'oreille. Quatrième question. Comment cette organisation non gouvernementale Cinema for Peace a-t-elle pu aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk et le ramener à Berlin? Alors ça, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Personne en France, pas un seul journaliste, pas un seul homme politique se pose cette question absolument de base. Pourquoi cette ONG a-t-elle eu l'idée d'abord d'aller chercher Alexeï Navalny à Tomsk? Quand même bizarre. Un truc qui est pour le cinéma, qui va chercher... Alors c'est vrai qu'ils sont mêlés avec les Pussy Riot, mais ça veut dire qu'ils appartiennent à une mouvance, à des réseaux d'opposition. C'est évident, pour avoir l'idée. Deuxièmement, comment cette ONG a-t-elle pu financer la location d'un avion privé médicalisé, pour partir de Berlin et aller à Tomsk, en pleine Sibérie. Et retour. Ça coûte de l'argent. Un avion, un jet privé médicalisé qui fait des milliers et des milliers de kilomètres, aller-retour, ça coûte de l'argent. Qui a payé? Est-ce que c'est Axel Springer? Est-ce que c'est le groupe Bild? Est-ce que ce sont les financements de cette ONG? D'où viennent les financements? Autre question. Pour aller en Russie, vous n'y allez pas comme ça. Il faut déposer un plan de vol. Il faut donc avoir déposé un plan de vol auprès des autorités allemandes, mais aussi auprès de tous les pays qui vont être survolés. Et donc j'imagine la Pologne, et puis peut-être l'Ukraine, et puis certainement la Russie. Ça veut donc dire que le gouvernement russe a accordé le droit de survol à cet avion affrété par l'organisation non gouvernementale Cinema for Peace. Par ailleurs, quiconque est allé en Russie ou en URSS, mais c'est en Russie pareil, sait très bien que c'est un pays où on n'entre pas et on sort pas comme ça. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. À chaque fois, vous avez besoin d'un visa. C'est pas un pays, c'est pas parti, c'est pas une passoire comme l'espace Schengen. Donc vous avez un visa, et les visas, vous les obtenez. Il faut en général déposer son visa au moins 15 jours à l'avance. Ou alors il y a des procédures
d'urgence, des procédures d'extrême urgence. Mais à ce moment-là, ça remonte directement à l'ambassadeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les organisateurs qui ont loué cet avion avec des médecins, avec des pilotes, tout ce petit monde a dû obtenir en urgence des visas d'entrée sur le territoire russe qui leur ont donc été donnés en extrême urgence par l'ambassade de Russie à Berlin. Ça ne peut pas être autrement. Pareil d'ailleurs, pour sortir, il a fallu que M. Navalny il ait son passeport, même s'il était dans le coma, que les gens qui sont avec lui, ils aient les documents et qu'ils obtiennent le visa de sortie. Donc, moi, je trouve que ce à quoi devraient s'intéresser les médias, c'est ça. Ça veut dire que les gens, j'ai vu dans les médias que les médecins à Tomsk auraient tardé à donner le malade, les remettre à des médecins allemands. Notez bien qu'ils auraient très bien pu, les médecins allemands, ne jamais venir en Russie. Ça veut donc dire que la Russie a facilité au maximum la sortie de Navalny pour qu'il aille dans un autre hôpital. Pourquoi ? Alors maintenant, la 5e question. Est-ce que Vladimir Poutine a intérêt à toute cette affaire ? Si on reprend les déclarations du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, dont je parlais tout à l'heure, il a dit « La Russie a intérêt à ce que l'on comprenne ce qui s'est passé ». Il l'a dit. Il a affirmé que la Russie, je le cite, « comme tout le monde, avait clairement intérêt à ce que l'on comprenne ce qui a plongé dans le coma le patient soigné dans une clinique berlinoise ». Mais pourquoi ce serait faux ? Je pense qu'en effet, Vladimir Poutine a intérêt. Pourquoi je dis ça ? Parce que est-ce qu'il a vraiment intérêt à ça ? La réponse est non. Il est au sommet de sa popularité et de sa gloire. Il est extrêmement populaire en Russie. Il va laisser un bilan dans l'histoire de la Russie, dans l'histoire millénaire de la Russie et dans l'histoire mondiale. Il va laisser un bilan énorme. C'est devenu un personnage historique, que cela plaise ou ne plaise pas à ses adversaires, peu importe. Il va laisser un bilan extraordinaire. Il a été réélu brillamment. Il a, selon les sondages, 75% des gens, 80% des gens qui sont avec lui. Il a intérêt à avoir des opposants comme Navalny qui fait 2%. Il y a intérêt. Quel aurait été son intérêt à s'en débarrasser ? Et puis j'ajoute, quand même, ne prenons pas les Russes pour des imbéciles. Je n'ai jamais dit que Vladimir Poutine, c'était forcément un petit saint, ni les dirigeants russes tout au long de l'histoire. Mais enfin, les Russes, quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un, comme d'ailleurs les services de renseignement dans un certain nombre de pays, comme les États-Unis, avec les drones, où, vous savez, toutes les semaines, il y avait Obama qui indiquait la liste des gens qu'il fallait tuer avec des drones. On a 1000 façons des États très puissants. S'ils sont dirigés par des dirigeants cyniques, ils ont 1000 façons de se débarrasser d'un opposant. Par exemple, Navalny, il était dans une prison. Si on avait voulu se débarrasser de lui, il est sorti de la prison le 23 août, il a eu un œdème de quick. Il suffisait, j'imagine, de l'empoisonner en prison, de lui envoyer et puis il mourait, et puis l'affaire était entendue. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé sortir de prison pour, paraît-il, lui donner un thé empoisonné devant tout le monde, pour que devant tout le monde... Et qu'ensuite, on lui dise « Allez, vous pouvez aller à Berlin pour qu'on soit bien sûr que c'était bien un empoisonnement ». C'est absolument ridicule et rocambolesque. On me permettra d'ailleurs, au passage, de faire le lien avec l'affaire Skripal. Il y a quand même quelque chose qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'ils utilisent des vieux rossignols comme poison. Enfin, c'est-à-dire c'est des poisons qui marchent pas, quoi. C'est un truc... on va quand même pas me faire croire qu'en Russie, de même qu'aux États-Unis, en Chine ou je ne sais pas où, dans un certain nombre de pays au monde qui possèdent des poisons extraordinairement efficaces, fulgurants. Je rappelle d'ailleurs au passage que, sauf erreur de ma part, un certain nombre de grands criminels de guerre nazis sont morts en 1945 en l'espace de quelques instants. Comment il s'appelle ? Göring, qui avait été condamné à mort au tribunal de Nuremberg. Göring, qui était le numéro 2 du régime, n'a pas pu être pendu puisque dans sa cellule, il a avalé une capsule de cyanure qu'il avait sur lui. Je rappelle que Heinrich Himmler, qui était le chef des SS, qui a été arrêté
en 1945 par des Anglais. Il avait été repéré, comment dirais-je, reconnu par les soldats anglais, mis dans une villa sous surveillance. En l'espace de quelques secondes, il avait sur lui une capsule de cyanure qu'il a avalée. Il est mort dans les 30 secondes. Donc, et c'était en 1945. En 2020, il y a des poisons qui sont d'une violence et d'une efficacité. Vous tuez quelqu'un en l'espace d'une fraction de seconde. Alors pourquoi est-ce qu'ils auraient affaire, avec l'affaire Skripal comme avec cette affaire, à des poisons qu'on ne sait pas très bien, en tout cas qui ne marchent pas, qui mettent dans le coma, etc. Alors on en arrive à la sixième question qui sera également la conclusion. Si on regarde les choses en face, Vladimir Poutine est vraiment la dernière personne qui avait intérêt à ce nouveau scandale. Alors qui a intérêt à cette affaire? C'est ça la question. Alors moi je ne suis pas dans le secret, hein, bien entendu, je suis comme vous, j'essaie simplement d'exercer mon esprit critique, comme devraient le faire tous les grands médias français, les journalistes, et puis également les Français eux-mêmes. Avec Internet, on peut aller se documenter. Moi, je vois, comme le ferait dans une enquête judiciaire, n'est-ce pas? On essaie de regarder qui est-ce qui pourrait avoir intérêt à avoir fait ça. Je vois 4 pistes. La première piste, c'est une affaire crapuleuse. Navalny, j'ai eu l'occasion de le dire, a été dans des affaires commerciales, financières qui ne sont pas claires du tout. Voilà. Donc une affaire crapuleuse, un règlement de compte qui ait été fait avec, ça expliquerait d'ailleurs le côté un petit peu artisanal et d'un poison qui ne fonctionne pas. Ça, c'est une première chose. Parce que la société russe reste violente et où il y a beaucoup de règlements de compte avec des mafias. Deuxièmement, ou deuxième hypothèse, d'autres opposants politiques, soit de son propre parti, soit d'autres partis, qui voudraient se dire tiens, on va essayer de faire d'une pierre deux coups, essayer éventuellement de dégager Navalny, et puis en même temps faire porter le chapeau à Poutine, ça pourrait nous intéresser. C'est possible, j'en sais rien. Troisième hypothèse, une nouvelle affaire de l'Observatoire. Je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas, notamment les plus jeunes, ce qu'a été l'affaire de l'Observatoire. C'était en octobre 1959. François Mitterrand avait été ministre de l'Intérieur sous la 4e République. Il avait été mis de côté après l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Et puis on parlait plus beaucoup de lui. Et donc pour essayer qu'on fasse de nouveau parler de lui dans l'opinion publique, pour essayer de regagner les faveurs de l'opinion, il avait organisé un faux attentat avec des tenants de l'Algérie française qui lui avaient tiré sur sa voiture à minuit et demi, avenue de l'Observatoire. 7 balles, il avait échappé. Et en fait, après, celui qui avait fait ça était allé à la police pour raconter qu'en fait, c'était Mitterrand lui-même qui avait demandé l'affaire. Alors, on pourrait imaginer que pour faire parler de lui, eh bien, Navalny aurait fait une simulation d'empoisonnement. Ça m'a l'air d'être cette hypothèse a priori doit sans doute être écartée puisque son état de santé a l'air d'être quand même sérieux. S'il est dans le coma, on peut imaginer François Mitterrand, il avait quand même eu le souci de ne pas être atteint par les balles. Donc là, c'est une hypothèse que je formule afin d'être exhaustif, mais qui paraît moins crédible que les deux précédentes. Et puis enfin, il y a une dernière hypothèse, c'est l'hypothèse du pays qui a intérêt à ce que l'Allemagne, la France, l'Angleterre prennent de nouveau leur distance avec la Russie. Ben, ce pays, il a un nom, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Allemagne essaie de se rapprocher de la Russie avec l'affaire du gazoduc Nord Stream 2 pour ne pas dépendre des approvisionnements en gaz des États-Unis, mais risque de dépendre des approvisionnements en gaz de la Russie, ce que les Américains ne veulent pas. Les Américains, la mésentente est notoire entre Donald Trump et Angela Merkel, de même qu'entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Les États-Unis sont irrités par les déclarations de Macron qui dit que l'OTAN est en situation de coma, de mort cérébrale, etc. Donc, qui est-ce qui a intérêt à empêcher qu'il y ait un rapprochement entre l'Europe occidentale et la Russie? Qui est-ce qui a intérêt à ce que l'Union européenne maintienne les sanctions contre la Russie à cause de l'affaire Crimée? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et cette affaire est du pain béni pour empêcher, pour entraver ce rapprochement. Voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, ce qui est une chose qui est certaine, c'est que celui qui, me semble-t-il, avait le moins d'intérêt dans cette affaire, c'est celui que tout le monde montre du doigt,
c'est Vladimir Poutine en personne. Allez, réfléchissez-y, chacun peut avoir son avis. Vive la République et vive la France. Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 26 janvier et nous allons parler du château de Vladimir Poutine. Chers auditeurs, je me suis infligé plusieurs fois ce reportage fastidieux d'Alexeï Navalny, donc la moindre des choses c'est de vous inscrire, de mettre un pouce bleu et de faire un don, soit sur notre compte Tipeee, soit sur notre compte PayPal, soit sur notre compte Patreon. Le 19 janvier dernier, 2 jours après être rentré d'Allemagne en Russie, Alexeï Navalny, par l'intermédiaire de son soi-disant fonds de lutte contre la corruption, a mis en ligne une vidéo qui a immédiatement obtenu une résonance nationale et internationale et qui était censée prouver que Vladimir Poutine était un chef d'État mégalomane qui se faisait construire une demeure hors de prix dans le sud de la Russie. Non seulement il y avait cette révélation sur ce château, mais en plus d'autres révélations devaient être faites sur les différents actifs, sur les différentes sommes que Vladimir Poutine aurait détournées depuis son entrée en politique. Il est probable que cette vidéo était davantage destinée à préparer les élections législatives pour essayer de saboter cette élection pour le parti Russie Unie. Mais que devant la catastrophe qui a suivi l'exil forcé d'Alexeï Navalny en Allemagne pour achever de soigner sa pancréatite, et le fait que la population russe n'ait pas du tout acheté le bobard de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, il a fallu organiser quelque chose d'urgence pour essayer de sauver cet actif que les services secrets anglo-saxons ont mis en place en Russie depuis un peu plus de 10 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, on peut faire quelques commentaires préliminaires. À l'heure où je fais cette vidéo, celle d'Alexeï Navalny a fait plus de 90 millions de vues. Et cela appelle une première remarque. Tout d'abord, étant donné le personnage en question, c'est-à-dire Vladimir Poutine, l'un des principaux leaders mondiaux, il est normal que cette vidéo ait du succès. D'un autre côté, les chiffres qui ont été présentés eux-mêmes d'ailleurs par les collaborateurs d'Alexeï Navalny, comme on le voit sur ce graphique, montrent que quand par exemple la vidéo a atteint 10 millions de vues, seulement 4,3 millions d'heures avaient été visionnées. Sachant que la vidéo fait quasiment 2 heures, 1h53 pour être précis, cela veut dire que les gens n'ont fait que survoler cette vidéo, n'en ont vu que certains passages. Et je pense d'ailleurs que c'est délibéré, puisque comme on le verra, il n'y a rien de vraiment nouveau ni concret dans cette vidéo. Donc le but est plutôt d'assommer l'auditeur avec une avalanche d'images, de faits non prouvés, et d'obtenir à la fin en fait un espèce de rejet du président Vladimir Poutine par celui qui aura vu cette vidéo. On peut également souligner que l'élection de Joe Biden a prouvé que les GAFA font à peu près ce qu'ils veulent. Un internaute russe a d'ailleurs fait une capture d'écran au moment du lancement de la vidéo, où elle était encore à un peu plus de 450 000 vues, mais il y avait déjà 550 000 likes. J'imagine que si cela est avéré, YouTube va se faire un devoir d'aller vérifier cette affirmation. Enfin, par exemple, si Stratpol décide de faire une vidéo qui explique que les 3 millions d'euros d'Emmanuel Macron qui ont disparu juste avant la campagne électorale sont en fait investis dans un château en France et que on montre des images de ce château, que l'on montre les meubles de ce château et qu'on affirme qu'en fait c'est l'argent caché d'Emmanuel Macron, et bien cette vidéo aussi aura un certain retentissement, même si je n'y apporte aucune preuve, parce que c'est le président de la République française. Et si par hasard il venait à l'idée de me faire un procès, dans ce cas je pourrais m'appeler le principal opposant à Emmanuel Macron. Voilà les premières considérations pour ce qui est de la fréquentation de cette vidéo. Autre commentaire préliminaire que l'on peut faire sur cette vidéo, c'est qu'elle n'a vraisemblablement pas été faite par l'équipe de Navalny et qu'elle a sans doute été réalisée en anglais. C'est une mauvaise traduction qui nous a permis de le découvrir. À un moment, en effet, dans sa présentation donc, du château de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny décrit les pièces et il parle d'un sklad gryazyi, ce qui, mot à mot, veut dire un entrepôt pour la boue. Donc la question était de savoir, mais à quoi cela correspond-il? Et en tout cas, ça a particulièrement choqué un des leaders proches d'Alexeï Navalny, Ilya Yashin, qui, sur son Twitter, a montré la photo d'un endroit dans une ville qu'il a trouvé sur Internet où il y avait de la boue partout. Et il a dit « Vous êtes maintenant surpris que Poutine ait une place spéciale pour la boue? Bon sang, il y a tout un pays pour la boue. Et voici le genre de place. » Sur son Instagram, il déclare « Une pièce à part pour la boue. Pardonne-nous, mon Dieu. »
Il est vrai que la présence d'une pièce pour entreposer de la boue a mené à se poser quelques questions. Vladimir Poutine voulait-il se faire des bains de boue pour soigner sa peau ou organiser des matchs de catch dans la boue pour se divertir? La question se posait. En fait, la réalité est quand même plus prosaïque. C'est que le reportage a été vraisemblablement écrit en anglais, sans doute par les gens de Bellingcat, c'est-à-dire le MI6 ou la CIA, et qu'il a ensuite été traduit en russe. En vestiaire, en anglais, se dit « mud room ». Mais si vous séparez les deux mots, « mud room », « mud » devient la boue et « room » la pièce, donc une pièce pour la boue. Et traduit en russe, ça donne « sklad gryazy ». Et ce qui est drôle, c'est que cette vidéo d'Alexei Navalny est sous-titrée en anglais. Donc ils ont d'abord traduit la vidéo en anglais en russe pour que Alexei Navalny puisse lire le prompteur, puisque de toute manière, tout ce que fait Alexei Navalny dans cette histoire, c'est lire le prompteur. Et ensuite, ils ont de nouveau retraduit ce qui avait été mal traduit en russe en anglais. Et le sous-titre donne un mud warehouse, c'est-à-dire un entrepôt pour la boue de 18 mètres carrés. Donc voilà, c'est la deuxième constatation qu'on peut faire sur la vidéo d'Alexei Navalny, c'est que ce n'est ni lui ni son équipe qui l'a écrite, mais elle a été amenée toute faite et il n'a plus eu qu'à lire un prompteur. Quand on pense qu'Alexei Navalny a étudié 1 an aux États-Unis à Yale et qu'il parle aussi mal anglais, ça mérite un bonnet d'âne. D'après certains médias allemands, cette vidéo aurait été tournée en Allemagne au début décembre dans les Black Forest Studios, et surtout ces studios auraient été réservés par une société de cinéma américaine. Il faut souligner que c'est une vidéo d'excellente qualité. J'aimerais que Stratpol ait les moyens d'en faire d'aussi qualitative. Enfin, dernière constatation préliminaire, aucune nouvelle information de la part d'Alexei Navalny. Tous les scandales qu'il sort ont déjà été publiés, même les plus récents. Que ce soit dans la carrière de Vladimir Poutine au KGB, que ce soit dans sa carrière à Saint-Pétersbourg, que ce soit dans sa carrière de président ou de premier ministre de la Russie, tous les scandales cités par Alexei Navalny n'ont absolument rien de nouveau. Donc cette vidéo, pour ceux qui connaissent un peu la vie politique russe, est assez ennuyeuse. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que la plupart des gens, à part votre serviteur, n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, ou se sont contentés d'en regarder que des morceaux. Passons à la vidéo en elle-même. En fait, l'histoire du château n'est qu'une partie de cette vidéo. C'est une partie importante puisque pendant près de 45-50 minutes, Alexei Navalny nous montre des photos, des meubles, des propriétés, du survol de la propriété par un drone, etc., etc. Alors que ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir l'acte de propriété avec le nom de Vladimir Poutine dessus. Mais on a le droit donc à cette visite guidée interminable. Mais la première partie, en fait, concerne la vie de Vladimir Poutine, de sa carrière au KGB, au premier département du KGB, chargé des opérations extérieures, qui s'appelle aujourd'hui le SVR et qui s'appellerait en France la DGSE. Et là, on entend les histoires qu'on a entendues répéter depuis 20 ans. Vladimir Poutine est un mauvais agent du KGB, puisque Alexei Navalny a des sources certaines, donc il sait exactement comment Vladimir Poutine était apprécié par ses supérieurs, que Vladimir Poutine était un communiste, qu'il travaillait comme agent du KGB, pour la Stasi, donc tous ces mots qui résonnent beaucoup dans l'imaginaire occidental. C'est pas des mots qui vont frapper les Russes. C'est pour ça que parmi les cibles de cette vidéo, c'est à mon avis davantage les Occidentaux que les Russes, pour qui d'ailleurs la Stasi ne dit pas grand-chose en France évidemment. Beaucoup ont vu, et je recommande de le voir, La vie des autres, qui raconte l'histoire justement d'un officier de la Stasi. Navalny essaie de faire de Vladimir Poutine un personnage terrible en montrant son laissez-passer à la Stasi lorsqu'il dirigeait la résidence du KGB en Allemagne de l'Est. Vient ensuite l'épisode à Saint-Pétersbourg. Donc là c'est pareil, on entend de nouveau ce qu'on a entendu des milliers de fois, c'est-à-dire qu'en fait Vladimir Poutine a organisé des trafics, etc. On nous sort une vieille coupure de presse qui traîne sur Internet, dont on ne sait pas trop d'où ça vient, dont on ne sait pas trop qui l'a écrit, mais qui est considéré être une preuve. Et on nous explique que Vladimir Poutine a alors rencontré à Saint-Pétersbourg les gens sur lesquels il va s'appuyer pour s'enrichir, pour voler, etc., etc. Tout ça n'est absolument pas nouveau, c'est le récit qu'on a entendu depuis longtemps. Et il est vrai que Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1999 en tant que Premier ministre, a déjà une équipe de personnes en qui il fait confiance, qui viennent à la fois du KGB, qui viennent à la fois de Saint-Pétersbourg, et de gens qui lui sont proches, sur lesquels il va s'appuyer. Personne ne fait ça par Vladimir Poutine, bien sûr. Joe Biden, par exemple, qui vient d'être élu président des États-Unis, s'est entouré de gens qu'il ne connaît pas, en qui il n'a pas confiance, et il n'a évidemment aucun contact avec des grandes corporations américaines qui pourraient lui apporter son aide. Pareil pour Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il ne pouvait absolument pas compter sur une équipe particulière, sur des gens en qui il aurait particulièrement confiance et qui l'auraient fait élire.
Plaisanterie mise à part, ce que fait Vladimir Poutine est tout à fait normal. Et surtout, il faut remettre les choses dans les circonstances de l'époque. Vladimir Poutine prend le pouvoir parce qu'il est choisi par les oligarques, avec la bénédiction du président de l'époque, Boris Yeltsin. Ces oligarques sont au nombre de 4. Il s'agit de Boris Berezovsky, de Mikhail Khodorkovsky, de Mikhail Friedman et de Roman Abramovich. Ces gens-là, qui représentent en fait cette classe des oligarques, considèrent que Vladimir Poutine sera aussi docile qu'a pu l'être le président Boris Yeltsin et qu'ils pourront continuer à piller le pays comme ils l'ont fait pendant 9 ans. Il faut savoir que Boris Berezovsky et Mikhail Khodorkovsky sont parmi les gens les plus dangereux de Russie à cette époque. Même Le Point en 2015 soulignait que Mikhail Khodorkovsky, donc qui est devenu depuis un héros de la démocratie, s'il rentrait en Russie, pourrait être inculpé de meurtre, puisque en 1998, lorsque Khodorkovsky a voulu consolider les actifs de Yukos, le chef de la sécurité Yukos, qui a été condamné à de la prison ferme pour ce meurtre, a assassiné donc le maire de Nefteyugansk, où se trouvait le principal actif de Yukos. Notons qu'après que le gouvernement russe, sous l'égide de Vladimir Poutine, a remis la main sur ces actifs, ils ont été transmis à une compagnie d'État russe, donc cet actif n'a pas été donné à un ami de Vladimir Poutine, il fait partie désormais de la société d'État russe, Rosneft. Donc nous comprenons mieux pourquoi Vladimir Poutine avait besoin de s'entourer de gens puissants, habitués des structures de force, comme on dit en Russie, des gens riches, puisque lutter contre des gens comme ça coûte cher, et c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Donc après, effectivement, on peut faire l'inventaire de ces gens qui ont aidé Vladimir Poutine. Donc à la fois des anciens du KGB, comme Narychkin, comme Sechin, le patron de Rosneft, ou Chemezov, le patron de Rostechnologie, et également des hommes d'affaires comme le milliardaire Timchenko ou les frères Rothenberg, les anciens professeurs de judo de Vladimir Poutine. Il faut dire que Timchenko et les frères Rothenberg, qui sont parmi les principaux milliardaires qui soutiennent Vladimir Poutine, n'ont pas été dans l'économie virtuelle et ont eu des missions qui ont été très importantes. Par exemple, Stroytransgaz, qui appartenait à Timchenko, a construit le gazoduc Force de Sibérie qui amène désormais 38 milliards de mètres cubes jusqu'en Chine. Rothenberg a été chargé de construire le pont de Crimée, mission qu'il a réussi magistralement contre toutes les prédictions, notamment de la partie ukrainienne, avec 6 mois d'avance. Timchenko, toujours lui, est à l'origine du projet Yamal-Espégué, auquel participe Total. Tous ces gens qui soutiennent Vladimir Poutine sont tous sous le coup des sanctions. La plupart de ceux qui avaient des biens à l'étranger ne pourront sans doute plus jamais les visiter et avant longtemps. Et pourtant, tous sont restés parfaitement loyaux vis-à-vis de Vladimir Poutine. Timchenko avait d'ailleurs dit publiquement qu'il avait que faire des sanctions et que lui était un patriote et qu'il était là pour servir son pays. On trouve aussi des personnages importants comme Yuri Kovalchuk, le patron de Bank Russia, dont on entendra parler à plusieurs reprises dans cette vidéo. Effectivement, Vladimir Poutine confie les grandes sociétés d'État à des gens en qui il a confiance. Gazprom, qui, dans les années 90, aide à boucler le budget de l'État de Boris Yeltsin, est une société extrêmement importante pour la Russie, et elle est confiée d'abord à Dimitri Medvedev et ensuite à Miller, qui d'ailleurs en est toujours le directeur actuellement. Comme Alexei Navalny essaie de nous expliquer que les équipes de Vladimir Poutine sont inefficaces, il nous explique qu'en 2007, Alexei Miller avait promis de faire de la capitalisation de Gazprom une capitalisation à 1000 milliards de dollars et qu'il a échoué puisque en 2008, la capitalisation est de plus de 300 milliards alors qu'elle est tombée aujourd'hui à 70 milliards. Cela signifie pour Alexei Navalny que la société est mal gérée et que Vladimir Poutine a volé la différence. Il semble qu'Alexei Navalny, malgré son passage à Yale, ait oublié qu'en 2008, il y avait une crise. Pourquoi est-ce que Alexei Miller dit ça en 2007 ? Eh bien, parce que lorsqu'il récupère la société au début des années 2000, elle est capitalisée à quelques milliards de dollars. Et effectivement, 7 ans après, elle est capitalisée à plus de 350 milliards de dollars. Avec cette rapide croissance, il était tout à fait pensable pour Alexei Miller que Gazprom puisse atteindre en 12 ans 1000 milliards de dollars de capitalisation. Surtout à l'époque où, rappelons-nous, juste avant la crise de 2008, le baril, rappelons que le prix du gaz est indexé au prix du pétrole, était à 150 $ le baril. C'est de ça dont on parle. Et le chiffre que donne Alexei Navalny en 2008 est celui de juste avant la crise. Puisque effectivement, juste avant la crise, en 2008, la capitalisation de Gazprom est de plus de 350 milliards de dollars. Mais à la fin de l'année 2008, elle tombe déjà à 70 milliards de dollars. C'est la crise qui a fait baisser le prix du gaz et donc la capitalisation de Gazprom. Et d'ailleurs, on le voit sur cette courbe, la capitalisation de Gazprom suit les prix des hydrocarbures et réagit en fonction des crises. On se demande une nouvelle fois ce qu'a bien pu étudier Alexei Navalny en 2009 lorsqu'il était à Yale et visiblement personne ne lui a dit qu'il y avait une crise internationale en 2008. Pour prouver ses dires, Alexei Navalny utilise une méthode que nous connaissons bien chez nos journalistes français qui est de s'entreciter, c'est-à-dire qu'il cite des journaux, des médias qui sont d'accord avec lui. Donc on a le droit par exemple à Reuters,
Reuters, on a le droit à Novaya Gazeta, on a le droit au site gauchiste russe Projekt. Pour prouver que Vladimir Poutine recevait des pots de vin lorsqu'il était en poste à Saint-Pétersbourg, Navalny cite un homme d'affaires qui s'appelle Maxime Fredzone, qui a donné une interview sur, devinez quoi, sur Radio Free Europe, donc qui est l'émanation du département d'État américain. Et en cherchant un peu, on découvre que c'est un habitant de Leningrad qui a émigré en Israël en 1989 et qui est revenu faire des affaires et qui désormais poursuit des entités russes ou des citoyens russes devant un tribunal new-yorkais. Donc il poursuit Alexei Miller, il poursuit Lukoil, il poursuit Gazprom Neft, etc., etc. Le témoignage de cette personne ne constitue en aucun cas une preuve. Donc ce Maxime Fredzone, en fait, reproche ce que les oligarques ont reproché à Vladimir Poutine en général, c'est de ne plus pouvoir voler comme il volait auparavant. À un moment de la vidéo, Alexei Navalny nous expliquera aussi qu'un cousin de Vladimir Poutine, qui a été pris sous l'aile de Igor Sechin, donc le patron de Rosneft, est devenu extrêmement riche en étant actionnaire de la banque Russia. Cette information n'est absolument pas nouvelle, j'en trouve déjà une trace en 2007, et d'ailleurs ce cousin ne s'en est jamais caché. Encore une fois, Vladimir Poutine s'est appuyé sur des gens en qui il avait confiance. Et après, ces hommes d'affaires ont travaillé entre eux sur certains projets, dont certains qu'ils avaient en commun. Et c'est ce qui s'est passé avec ce fameux château de Vladimir Poutine. Au bout d'une trentaine de minutes de cette vidéo, après avoir entendu des choses que j'ai déjà entendues 150 fois depuis 20 ans que je suis en Russie, on arrive enfin au château. Et là, en fait, Alexei Navalny joue le rôle d'agent immobilier. Et il nous explique que nous allons rentrer dans le château de Poutine. Et que personne n'a pu y entrer. Et que c'est extrêmement compliqué. Et pour cela, un de ses enquêteurs va aller au large des côtes de Gelendzhik et envoyer un drone après avoir retiré sa SIM card. Donc on a eu une James Bond noire. Et maintenant, on a un James Bond russe joufflu qui va nous révéler des choses extraordinaires. L'utilisation du drone n'était pas d'ailleurs obligatoire puisque effectivement ça donne de bonnes images, mais si on va sur Google Earth 3D, on a une bonne idée de à quoi ressemble le complexe. Mais merci à ce nouveau James Bond de nous faire découvrir le soi-disant château de Vladimir Poutine. Et donc là, pendant à peu près 20 minutes, Alexei Navalny nous abreuve d'images de ce qui semble être un hôtel très luxueux en construction, avec des pistes d'hélicoptères, visiblement un stade de hockey, des installations destinées à un public extrêmement riche. Au bout de la 45e minute, il commence à nous expliquer qu'en fait, ce château est construit secrètement pour Vladimir Poutine. Sur quoi s'appuie-t-il pour dire ça ? Eh bien sur quelque chose qui est sorti il y a 10 ans, en 2010. En effet, en 2005, un projet d'investissement immobilier est lancé entre l'administration présidentielle, mais il faut bien comprendre que l'administration présidentielle est quelque chose de très vaste, et des investisseurs privés pour construire à la fois un espèce de camp de vacances pour des enfants et en même temps un hôtel de luxe. Les investisseurs sont des gens de la banque Russia. Arrive la crise de 2008, dont Alexei Navalny ignore l'existence, et le projet tombe à l'eau et l'administration présidentielle se retire de ce projet. La fin de ce projet amène la ruine d'un des partenaires qui s'appelle Sergei Kolesnikov et qui part à l'étranger et qui en 2010 décide d'écrire une lettre au président Dimitri Medvedev, à l'époque Vladimir Poutine est Premier ministre, et qui lui explique en gros que la Russie est corrompue, que Poutine s'est fait construire un château et qu'il faut se battre contre la corruption. Mais ce que ne dit pas Navalny, c'est qu'à l'intérieur de cette lettre, il reproche aussi aux fonctionnaires de décourager les entrepreneurs et les investisseurs, et notamment le Yukos Khodorkovsky. Donc il est évident que ce Sergei Kolesnikov en a entre guillemets gros sur la patate et qu'il en veut à ses partenaires de l'avoir laissé tomber et qu'il a dû être récupéré par l'équipe de Mikhail Khodorkovsky pour essayer d'influencer Dimitri Medvedev. C'était à l'époque, notamment en 2010, où on s'imaginait, où l'Occident fantasmait sur un possible conflit entre Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev, conflit qui évidemment n'a jamais eu lieu et n'aura pas lieu. Donc en fait, dans cette explication, rien de nouveau. Mais de manière très qualitative, les réalisateurs de ce clip nous montrent que dans le passé, une société a été créée avec la même équipe, soi-disant pour fournir du matériel médical, mais qu'en fait cet argent aurait été détourné à 35% dans une société dont Poutine était actionnaire à 94%. Et là, effectivement, on peut se dire, il a trouvé la preuve, Vladimir Poutine est actionnaire d'une offshore, qu'il détient à 94%, il doit y avoir des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Et là donc on attend la preuve, le document, et on attend toujours parce qu'en fait il n'y a rien. C'est une affirmation gratuite d'Alexei Navalny, ou plutôt de ceux qui ont conçu ce reportage, et qui évidemment ils sont incapables de prouver. Donc on vous demande d'y croire sur parole, sinon vous êtes un agent du Kremlin.
Navalny continue son récit et essaie de nous convaincre que par la suite, le château a continué à être construit par un ami de Poutine pour Vladimir Poutine. En fait, en 2011, le château en construction a été racheté par un homme d'affaires qui s'appelle Ponomarenko de manière tout à fait officielle. Et d'ailleurs, Navalny nous cite une interview dans Kommersant, donc qui est un journal sérieux, de ce fameux Ponomarenko. Donc l'image est montrée rapidement. De toute manière, la plupart des documents qui sont montrés par Alexei Navalny sont montés extrêmement rapidement pour pas que vous puissiez les voir. Plusieurs fois, j'étais obligé de ralentir la vidéo pour pouvoir voir ce qu'il y avait exactement dedans. Et donc là, il nous dit que dans cette interview, Ponomarenko reconnaît qu'il a acheté le château 350 millions de dollars. Si vous regardez l'extrait de Kommersant qui est présenté par Navalny, c'est pas du tout ce qui est dit. Le journal Kommersant lui demande quelle est la somme de l'achat. Ponomarenko répond qu'il ne veut pas parler d'argent. Question suivante, d'après Kommersant, il y a une source qui dit que le projet final aurait une valeur de 350 millions de dollars. Et Ponomarenko répond qu'effectivement, c'est autour de ce prix-là et qu'aujourd'hui, le chantier est achevé à environ 70-80%. Ensuite, Navalny nous explique que c'est faux, que Ponomarenko a racheté ça beaucoup moins cher, pour 350 000 $, et d'ailleurs il nous le prouve en nous montrant un relevé d'une société basée à Chypre qui a fait un virement en 2011 à la société qui est propriétaire du projet. Conclusion d'Alexei Navalny, en fait, il n'a pas payé 350 millions de $, mais on l'a vu, pas du tout ce qu'a dit Ponomarenko, mais 350 000 $, ce qui n'est pas assez, ce qui prouve bien qu'en fait c'est fictif, c'est pour Vladimir Poutine. Déjà, on imagine bien qu'un projet immobilier de cette taille ne se passe pas d'un simple virement de 350 000 €. Il a sans doute de la dette à racheter, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Et visiblement, encore une fois, on ne sait toujours pas ce qu'Alexei Navalny a appris à Yale, mais en tout cas, il ne sait pas grand-chose sur les transactions immobilières de cette taille. En outre, ce que l'on a appris depuis la publication de la vidéo d'Alexei Navalny, c'est que ces affirmations concernant Alexander Ponomarenko, comme quoi ce serait lui le propriétaire au moins officiel de ce projet immobilier, eh bien ce ne serait déjà plus d'actualité. En effet, Ponomarenko a déclaré que lui, il avait quitté le projet depuis 5 ans, c'est-à-dire en 2016. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là d'un projet immobilier. Donc il est tout à fait normal que des investisseurs arrivent, repartent. On ne peut pas savoir aujourd'hui qui seront les propriétaires de cet énorme projet, ni non plus d'ailleurs qui sera chargé de son exploitation. À ce stade de la vidéo, donc nous sommes à peu près un peu plus de 50 minutes, Alexei Navalny nous remet une couche de visite guidée pour nous faire passer la pilule. Donc on a l'inventaire des meubles, voilà, il nous montre ce qu'a fait l'architecte italien. Alors il confond notamment une décoration avec la bibliothèque de Prague, mais peu importe, on n'est plus à ça près. Et surtout, à un moment, il oppose les hommes d'affaires, donc qui sont censés être les hommes d'affaires de Vladimir Poutine, aux généreux hommes d'affaires américains qui, eux, sont vraiment généreux lorsqu'ils ont de l'argent. Et là, ça vaut la peine d'être cité. Donc, il cite 3 hommes d'affaires. Alors, la première, c'est la femme de Bezos, donc le fondateur d'Amazon. Ensuite, il y a Warren Buffett. Et pour finir, Bill Gates avec une très belle photo où il est en train de sans doute vacciner des petits noirs africains. Donc voilà, bon a priori ça ne dérange pas que ça finisse par se voir. Donc dans ce nouvel inventaire des meubles, des pièces, on découvre qu'en fait dans le château de Poutine, il y aura un casino. Donc là oui, s'interroge pourquoi un casino dans le château de Poutine. Il y aura un bar où il y aura même une bar pour de la pole dance. Il y aura un endroit pour fumer le narguilé. Il y aura un endroit pour jouer au bandit manchot. En fait, tout type de loisirs qui ont tout à fait leur place dans un hôtel de luxe comme celui qui est en train d'être construit. Après de nouveau encore à peu près 20 minutes de luxe, on revient aux accusations. Donc cette fois, on a de nouveau le droit à plusieurs schémas et il s'attaque à tout ce qui est les territoires autour du château. Donc il y a des vignes, visiblement il y a de l'ostréiculture, etc., etc. Et là, il nous explique qu'en fait, tout ça est administré par des gens qui sont proches de Poutine et notamment liés à son cousin, le fameux cousin dont nous avons parlé. Mais tout ça sans aucun lien réel officiel avec Vladimir Poutine. Donc en fait, tout le récit qui nous est vendu par Alexei Navalny doit être cru sur parole. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve. La dernière partie de la vidéo, je dirais que c'est la partie gala, où là donc on ressort également une vieille histoire, celle de la gymnaste Kabayeva, qui serait peut-être la maîtresse de Poutine, avec lequel elle aurait peut-être un enfant. Pour finir, enfin, j'apprends quelque chose que je ne connais pas, que les Russes ne connaissent pas, enfin pas tous, c'est que Vladimir Poutine aurait eu une autre maîtresse à la fin des années 90 à Saint-Pétersbourg. Et de cette maîtresse, il aurait eu une fille, puisque la preuve c'est qu'elle lui ressemble, qui serait née en 2003. Tout cela est tout de même très bizarre, dans la mesure où Vladimir Poutine en 1998 est à Moscou, où il est chef du FSB. En 1999, il est Premier ministre, toujours à Moscou, et en 2000, il est président. Donc ça supposerait qu'il aurait entretenu une relation avec une maîtresse saint-pétersbourgeoise, tout en étant à Moscou, et sans avoir l'idée de la faire monter justement à Moscou. Et finalement, il aurait eu une fille donc en 2003.
Donc tout ça a l'air assez tiré par les cheveux. Et de toute manière, donc cette jeune femme est devenue effectivement actionnaire de Banque Russia. Mais encore une fois, Banque Russia est une banque privée qui a été créée en 1990. Ce n'est pas l'argent du contribuable russe. Donc on a davantage affaire à de l'information du type gala que du type sérieux. La question qu'on peut se poser avant d'aborder la conclusion, c'est à qui est destiné ce film ? Il est clairement destiné à la presse étrangère, il est clairement destiné aux élites occidentales. En revanche, c'est plus intéressant de se poser la question à qui peut être destiné en Russie. A priori, plutôt oui à des jeunes qui n'ont pas une connaissance très précise des événements qui ont lieu dans les années 90 ou avant les années 90, qui n'ont d'ailleurs toujours connu que l'avenir Poutine. Rappelons cependant que cette jeunesse va dans son immense majorité pour Vladimir Poutine. Donc le résultat est tout de même assez limité, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les manifestations de samedi dernier. Cette vidéo s'adresse également à bien tous les gens qui ont une espèce de frustration, qui en veulent toujours à quelqu'un sans savoir qui, qu'ils n'ont pas ce qu'ils méritent, ils n'ont pas ce qu'ils voudraient, et que on leur a pris, on leur a volé. Voilà. Donc des gens qui font preuve d'une certaine immaturité, mais ces gens-là ne sont pas de ceux qui font les révolutions, donc ce n'est pas très utile. Enfin, et ce sera la conclusion, comment peut-on s'imaginer que Vladimir Poutine se soit fait construire un château qu'il pourra commencer à occuper à 72 ans, puisque 72 ans, c'est l'âge qu'il aura lorsqu'il quittera la présidence de la Fédération de Russie en 2024. En outre, Vladimir Poutine est un animal politique. Il est évident qu'il ne quittera pas totalement la sphère publique et qu'il aura peut-être un rôle au sein d'un conseil de sécurité, au sein d'une espèce de père de la nation. Il aura autre chose à faire que d'aller s'enterrer, même dans un hôtel de luxe, et de passer du bon temps avec ses amis, avec des filles, comme se l'imaginent les gens qui ont écrit ce script et réalisé cette vidéo. La communication du Kremlin par la voix de Dmitri Peskov a été catastrophique. Ça n'a été qu'une série de dénégations sans réponse précise. Petit à petit, ça s'est étoffé, mais on a vraiment été étonné de la faiblesse et du flou des réponses qui ont été faites par Dmitri Peskov. C'est quelque chose sur lequel le Kremlin doit travailler parce que ce n'est pas la première fois, malheureusement. Le 25 janvier, Vladimir Poutine a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a dit que c'était faux, que lui ou ses proches n'avaient rien à voir avec ce château. Pour vraiment conclure, ce qu'on peut dire, c'est que ce film ne vaut rien, n'apporte aucune preuve. Il vise juste à essayer de créer une atmosphère délétère en Russie, mais ça ne marchera pas. La population russe a montré à plusieurs reprises, en 2012, lors des différentes manifestations qui sont arrivées plus tard, son immense maturité politique. Elle a voyagé en Occident, le modèle multiculturel qui est proposé ne la fait plus rêver, et ce qu'elle cherche, c'est cette stabilité que Vladimir Poutine a apportée à la Russie, et qu'il continuera à lui donner jusqu'à son départ du pouvoir.
хотим там построить апарт-отель. План такой 2 года, но так как мы люди еще из Советского Союза, поэтому пятилетку в 4 постараемся сделать быстрее. L'espionnage est une sale pratique, mais tout le monde le fait. C'est une affaire délicate. Le risque est élevé, mais la récompense est tout autant élevée. Si on réussit, on touche le jackpot sans que personne ne le découvre jamais. D'un autre côté, en cas d'échec, l'embarras peut être énorme, comme ce fut le cas il y a 15 ans. Tout à coup, à l'époque, un diplomate britannique de haut rang prend la curieuse habitude de faire des promenades inexplicables dans les endroits les plus insolites. À chaque fois, l'itinéraire est le même. La sonnette d'alarme n'a pas encore été tirée, mais les services russes de contre-espionnage ont décidé de garder un œil sur cette curieuse petite manie. Christopher Peart, secrétaire archiviste de l'ambassade du Royaume-Uni à Moscou, a l'air aussi louche que possible. Puis, un autre diplomate britannique prend à son tour la même habitude. Et pendant l'une de ces promenades, l'un des diplomates s'écarte du chemin, frappe une pierre au hasard et puis continue sa promenade. À ce moment-là, la sonnette d'alarme est tirée. À ce stade, le FSB se dit que quelque chose de louche est en train de se préparer. Il continue son observation et voit qu'un troisième et un quatrième diplomate britannique commencent à faire ces petits pèlerinages vers cette petite pierre. À un moment donné, un certain Mark Doe, deuxième secrétaire de l'ambassade de l'époque, est signalé comme un agent du MI6 par les services russes de contre-espionnage, emporte la pierre pour la polir un peu. Il s'avère que c'était un appareil Wi-Fi utilisé pour communiquer avec un fonctionnaire russe devenu traître. À l'époque, cet appareil était un moyen de pointe pour organiser les liaisons entre le MI6 et leurs agents en Russie. Les Britanniques ont refusé de reconnaître ces informations jusqu'en 2012. C'est à cette date que l'ancien conseiller du Premier ministre Tony Blair a officiellement reconnu que cela était vrai. Cette pierre espion était embarrassante. Il le savait depuis un certain temps et le gardait pour des raisons politiques. Voilà cette pierre dont nous parlons, ou plutôt une copie de celle dont nous parlons. L'original a été réduite en poussière avec circuits et fils électriques, mais cette pierre a causé tant d'embarras aux services de renseignement et diplomates britanniques. Depuis lors, les technologies ont été miniaturisées et cela a été remplacé par cela, l'Internet et les messageries. Si les méthodes et les tactiques ont pu changer, les objectifs et les stratégies restent les mêmes. L'espionnage, les subterfuges, le renseignement et la trahison. On pourrait se dire que les agents britanniques et leurs recrues éventuelles en Russie auraient pensé à se faire un peu plus discrets à l'avenir, mais non. Le service fédéral de sécurité de Russie a diffusé de nouvelles images où le successeur de Mark Doe répète ses démarches maladroites. James William Thomas Ford entre dans un restaurant à Moscou. C'est l'ancien deuxième secrétaire chargé des affaires politiques de l'ambassade du Royaume-Uni, signalé comme un agent non déclaré du MI6. Marié à Elisabeth Grenberg, identifié comme agent du renseignement suédois. Il est suivi de Vladimir Ashurkov, bras droit de Alexei Navalny, directeur exécutif de la fondation FBK. Il vit actuellement au Royaume-Uni. La surveillance de cette rencontre a été assurée par les services russes de contre-espionnage qui gardaient un œil sur l'agent spécial Ford. Si nous avions plus d'argent, nous agrandirions bien sûr notre équipe. Un peu d'argent. Si quelqu'un dépensait, je ne sais pas, 10, 20 millions de dollars par an pour soutenir cela, nous verrions les choses différemment. Et ce n'est pas une grosse somme d'argent pour des gens qui ont des milliards en jeu. C'est donc le message que j'essaie de faire passer dans le cadre de ma campagne de collecte de fonds, notamment en parlant aux gens du monde des affaires, etc. Donc, vous avez bien compris le clin d'œil. Financez notre arrivée au pouvoir et nous allons vous rembourser des milliards, laisse entendre celui qui est pourtant engagé contre la corruption. L'opposition a même un plan qui ressemble en tout point aux méthodes dont il accuse le gouvernement, c'est-à-dire de bombarder les électeurs avec de la propagande ou encore de négocier des accords avec les élites. Nous devons jouer sur plusieurs tableaux. Manifestations de masse, initiatives civiles, propagande,
Établir des contacts avec l'élite et lui expliquer que nous sommes des gens raisonnables, qui ne vont pas tout démolir et ne vont pas leur retirer leurs biens. En renforçant les rumeurs selon lesquelles l'opposition reçoit de l'aide de la part des services de renseignement étrangers, M. Ashurkov semble demander l'aide des Britanniques, notamment des informations dont dispose le gouvernement et les services du renseignement, afin de les utiliser contre le gouvernement russe. Dans certains cas, nous n'avons pas de preuves directes. Nos preuves sont indirectes. Mais je suis sûr que le Serious Fraud Office a accès à beaucoup d'informations qui proviennent des sources britanniques, mais qui ne sont pas disponibles. Et si, vous savez, je suis certain que des services secrets britanniques possèdent des informations sur Abramovich, Ousmanov, sur les personnes au gouvernement russe. Je pense que la Grande-Bretagne est un pays européen clé qui a un rôle à jouer et qui durcit déjà sa position envers la Russie. La Grande-Bretagne, après tout, a beaucoup à gagner. Ici, Ashurkov ne tourne pas autour du pot. L'idée est claire, donnez-nous des informations et nous vous aiderons à éviter la concurrence pour les banques britanniques en torpillant les banques russes. Nous allons publier un rapport sur la banque VTB en collaboration avec la société Henry Jackson à Londres, ce qui permettra de comprendre. Ici, une courte pause pendant que la serveuse s'approche. On ne sait jamais. Elle pourrait être une espionne qui essaie de les écouter. Que VTB est impliqué dans la corruption, que la gestion des risques ne fonctionne pas. Et nous faisons valoir qu'elle représente une menace pour les marchés financiers européens et leur intégrité, parce qu'elle y est un facteur important. Et cette banque rend la concurrence plus difficile pour des entreprises britanniques comme Lloyds, RBS ou Barclays. Malgré les allusions d'Ashurkov, Ford ne s'engage directement en faveur d'aucun soutien financier. À la place, il dit à Ashurkov de travailler avec Transparency International, que la Grande-Bretagne finance déjà. Je pense que la législation sur les agents étrangers sera bien sûr très importante pour cet automne. Nous apportons notre soutien à diverses ONG, comme beaucoup d'autres ambassades. Une fois que cette nouvelle législation entrera en vigueur en novembre, je pense qu'on y accordera beaucoup d'attention. Ils devront faire valoir, à un moment ou à un autre, qu'ils ne sont ni des agents politiques et ni agents étrangers. Nous finançons un projet dirigé principalement en Ukraine, mais aussi dans d'autres pays de la région, sur le thème du gouvernement d'ouverture. Ce partenariat de gouvernement d'ouverture, nous en élaborons un aussi pour la Russie. Nous sommes ouverts à la coopération, mais nous ne pensons pas que ça sera efficace. Imaginez un homme politique britannique qui rencontre des agents des services secrets russes, qui demandent des fonds et des infos compromettantes sur les rivaux. Cela provoquerait un tollé national. En plus des complications éthiques, ce serait sans aucun doute considéré comme une menace à la sécurité. Et c'est exactement ce que c'est aux yeux du FSB. Les agents du MI6 au sein de l'ambassade pour accomplir leur mission principale qui est de rassembler des informations secrètes sur le potentiel militaire et économique de la Russie continuent de participer activement à la coopération entre l'ambassade et l'opposition russe et à soutenir diverses ONG en leur fournissant des subventions. En plus de les soutenir en matière d'information et de financement, les agents de l'ambassade britannique participent à la mise en place de forces d'opposition. Ça n'a jamais été un secret que l'opposition en Russie a des liens avec des gouvernements étrangers et travaille parfois dans leur intérêt. On verra donc ce que ça donne. Probablement, c'est ce que je ferai. Oui, ce n'est pas un petit travail. Mais l'intensité de cette coopération poussera les électeurs à se poser de sérieuses questions, ça ne fait aucun doute.